Excellence, docteur Honoré Tabouna, vous êtes commissaire du département pour l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural auprès de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après la réforme qu'il y a eu au sein de cette communauté, quelle a été la motivation de la mise en place d'un département dédié à cette question beaucoup plus portée sur les ressources naturelles? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, chers amis d'Afrique Environnement Plus, pour l'occasion que vous me donnez de s'exprimer à travers votre chaîne. Bien, donc au nom de l'ambassadeur Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, je voudrais exprimer ici toute la reconnaissance que nous avons pour les médias, parce que sans les médias, nous ne pouvons pas atteindre un de nos objectifs: informer, communiquer sur les activités de la CEAC, donc la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et les activités de la commission de la communauté, dans, entre autres, la réforme institutionnelle organisationnelle qui a été décidée par le chef d'État en mai 2015. Parce que, comme vous savez, l'Union africaine se repose sur 8 piliers qu'on appelle les communautés économiques régionales. Parmi ces 8 communautés économiques régionales figure donc la CEAC, la communauté des États, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alors, cette communauté a été créée en 1983, les activités ont été lancées en 1985, et entre 91 et 97, il y a eu une période, une phase de léthargie, parce que 7 des 11 États membres de cette communauté étaient en période de guerre, et la reprise a eu lieu donc en 98. Donc de 98 jusqu'à 2015, on s'est rendu compte que les objectifs assignés à cette communauté n'étaient pas, en tout cas, étaient insuffisamment atteints. Donc, principalement, il s'agit des questions, par exemple, de libre-échange, des questions de marché commun. En tout cas, surtout, moi, j'aime bien parler du développement, accompagner les États. C'est pour cette raison qu'en 2015, lors de la 16e conférence, les chefs d'État ont décidé de la réforme pour avoir une communauté forte qui répond aux défis nationaux, sous-régionaux, mondiaux, et surtout répondre aux attentes des populations. Faire de la CEAC une CEAC des peuples. Alors, comme vous le savez, nous sommes la région qui abrite le 2e massif forestier tropical après l'Amazonie. Nous abritons également le premier réseau hydrographique, et tous les géologues qui ont travaillé sur le sous-sol de cette sous-région ont révélé que la région était dotée de plusieurs minéraux solides et liquides. Là, je dis solides, je pense au coltan, cobalt, et liquide, vous avez donc les hydrocarbures. Alors, quand on a toutes ces ressources naturelles, qui d'ailleurs, pour l'histoire de l'humanité, c'est à cause de la présence diverse et diversifiée de ces ressources minières ou bien naturelles,
les historiens expliquent, les politiciens expliquent, cette richesse-là serait l'une des causes du congrès de Berlin, donc de la division de l'Afrique, donc de la géopolitique actuelle africaine, si on peut dire ça comme ça. Alors, à partir de là, je pense que les chefs d'État se sont rendus compte que, au regard de cette richesse, l'organigramme de la CEAC créée à partir de 1983 et les activités ont démarré en 1985, ne faisait pas ressortir, je viens de l'organigramme, la présence d'un département qui s'occupait des ressources naturelles. À l'époque, il y avait un grand département qu'on appelait département intégration physique, économique et monétaire, à l'intérieur duquel vous retrouvez un service, une direction agriculture et ressources naturelles et un service ressources naturelles. Et vous voyez, il n'y a pas de cohérence entre disons, ce potentiel et la façon dont on envoie le message à l'extérieur. Il a été donc décidé de la création du département, toute la réflexion que nous avons commencé à mener à partir de 2010. Et finalement, 5 ans après, les chefs d'État ont décidé justement de la création d'un département. Environnement, ressources naturelles, agriculture, développement rural. Donc, vous voyez bien environnement, ressources naturelles. Parmi ces ressources naturelles, donc vous avez l'eau, en tout cas, toutes ces ressources naturelles au sens large. Effectivement, tout ce que vous venez de citer, l'Afrique centrale, le bassin Congo, est doté justement de toutes ces richesses. Alors, en matière de politique et de gouvernance, alors, quelles sont justement vos priorités et quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour accompagner ces États dans une gestion concertée de ces ressources? Voilà, moi je fais partie d'une équipe qui est en place depuis le 1er septembre 2020. C'est l'exécutif de la commission. Et dans la gouvernance de cette commission, vous avez le sommet des chefs d'État, vous avez le conseil des ministres, vous avez le comité inter-État des experts. Donc nous ne sommes que l'exécutif. Donc ce que nous avons mis en place, ce n'est pas du ressort de l'exécutif, mais nous mettons en œuvre ce que la communauté, c'est-à-dire que les chefs d'État ont décidé. Donc, ils ont décidé pour la gouvernance de ces ressources naturelles, après la création du département, c'est d'avoir des politiques. Donc, on n'avait pas une politique forestière, on doit avoir une politique forestière. On n'avait pas une politique sur les ressources foncières, on doit avoir une politique foncière. On a une politique en matière d'environnement et gestion de ressources naturelles qui a été adoptée en 2007, lors de la 13e conférence qui a eu lieu à Brazzaville. Nous sommes en train de le réviser parce que nous avons regardé cette politique. Il y a des insuffisances. Elle n'est pas adaptée à la nouvelle vision. Donc, nous avons également la politique agricole qui a été adoptée en 2015, qui est en train d'être révisée. Nous avons la politique de l'eau qui est en train d'être révisée. Et nous avons une politique qui n'a jamais été là, mais qu'on va donc élaborer, justement sur les ressources extractives. Et après, nous devons mettre en place des stratégies pour opérationnaliser ces politiques. Après les stratégies, nous devons mettre en place les programmes pour que maintenant, qu'on soit plus proche du terrain. Et à côté de ça, bien entendu, un cadre institutionnel, parce que nous avons travaillé sans que ces outils-là soient en place. Et nous considérons que dans la construction d'une organisation, d'une construction d'un secteur, il faut commencer par ce que personnellement j'appelle la fondation. Vous avez un cadre institutionnel qui fait quoi? Quel est son rôle? Comment on le fait? Comment on utilise toutes les femmes, tous les hommes qui sont dans cet espace-là pour qu'ils participent? Donc la priorité, c'est celle-là. Donc depuis le 1er septembre 2020, nous sommes en train de régler quelques problèmes, quelques lacunes au niveau institutionnel, et nous sommes en train de régler aussi quelques lacunes au niveau politique. Donc, dans ce qu'on appelle la description de notre travail, notre job description, c'est ça, politique, stratégie, programme. C'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et
en regardant toujours le traité révisé, parce qu'il faut dire qu'il y avait un traité originel de 1983. Aujourd'hui, nous avons un nouveau traité, le traité révisé de la CAC. Et dans ce traité-là, vous avez une clarification de ce que je suis en train de dire. Donc, nous sommes là pour mettre en œuvre, disons, les dispositions du traité. Parce qu'il y a eu des textes qui ont été votés, maintenant il faut les mettre en œuvre. Concernant, par exemple, l'organisation institutionnelle. On n'avait pas hier des textes fondateurs sur les relations entre la communauté et les institutions spécialisées, entre la communauté et les agences d'exécution. C'est une disposition du traité. Nous n'avions pas des relations hier entre la communauté et la société civile au sens large. Maintenant, nous avons un texte fondateur, sur ce que nous n'avons pas. Il nous restera maintenant de travailler, par exemple, un texte fondateur sur les relations entre la communauté et les partenaires techniques financiers qui sont là depuis longtemps, qui nous aident. Mais nous n'avons pas un texte fondateur qui précise comment nous devons travailler ensemble en tenant compte de tous les engagements au niveau international, de tous les outils qui existent. Je citerai par exemple la déclaration de Paris sur l'aide au développement. Vous avez entendu parler de l'agenda 2030 des Nations Unies. Nous avons l'agenda 2063 des Nations Unies. Et quand on ajoute à cela les plans nationaux de développement, les programmes nationaux de développement des États, comment nous devons travailler donc ensemble pour que le potentiel qu'on a, vous venez de parler des ressources naturelles, mais chaque fois qu'on parle de ces ressources, on parle en termes de potentiel. Alors, il faudrait qu'on passe du potentiel à quelque chose de productif. Comment passer donc, pour parler dans des mots un peu plus académiques, comment on peut passer ce capital-là naturel qu'on a, cette richesse-là qu'on a, comment on peut la transformer en capital productif, c'est-à-dire que la création d'entreprises, la diversification de la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des populations, on n'y est pas encore arrivé. Donc, il faut construire cela. Voilà, donc avoir un modèle économique qui nous permet donc de transformer la façon de faire des activités donc, économiques que nous avons dans la sous-région en ce qui concerne donc, nos ressources naturelles. Donc, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Et la priorité de la Commission, c'est pendant au moins ces 2 ans, mettre des outils nécessaires pour la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que nous avons une structuration, on a un cadre qui est là. Maintenant, comment aller plus loin pour résoudre le paradoxe qu'on a? Vous avez parlé de capital naturel. Les gens sont surpris que, malgré en dépit de ce capital naturel, que la pauvreté soit importante. Certains disent que dans les sous-régions, jusqu'à 70%. Voilà, comment faire? Le chômage, comment faire? Donc, c'est ça la priorité, mettre des bases pour faire le développement. Mais justement, parlant de ces aspects, comment expliquer cette maman assise au bord de la route qui aujourd'hui peine à se nourrir? Comment expliquer aux habitants du bassin Congo qui sont assis sur des ressources et qui ont des problèmes d'énergie, des problèmes d'eau, des problèmes d'adaptation sur les nouveaux effets liés au changement climatique? Oui, comment on va expliquer? C'est ce que nous sommes en train de faire, parce que quand on parle des États, nous ne sommes pas là dans la construction d'une activité privée. Nous sommes dans une construction qui exige de la solidarité des 11 États. Donc, il y a ça d'abord. Et s'il y a eu cette réforme-là, c'est parce que, justement, on s'est rendu compte que la communauté devrait répondre aux attentes des populations, résoudre les problèmes qui sont vécus réellement dans les États. Donc, comment on fait? On construit. Et comme nous ne sommes pas dans les affaires privées, même si on était dans les affaires privées, tu dois faire un plan. Et quand on parle de politique, on parle de stratégie, on parle de programme, c'est la démarche qu'il faut.
Et justement, c'est parce qu'on n'a pas eu de politique, on n'avait pas de plan, qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous prends le cas de la forêt. Vous ne pouvez pas être le deuxième massif forestier tropical et ne pas avoir une politique forestière. C'est par là qu'on devrait commencer. Donc, on n'a pas commencé par là, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Ce qui est important, justement, aujourd'hui, c'est d'avoir pris cette conscience-là. Voilà pourquoi ils ont fait la réforme. Dans toute organisation humaine, quand vous avez prévu quelque chose et qu'à la fin, les objectifs ne sont pas atteints, il faut faire la réforme. C'est un outil de gestion, la réforme. C'est un outil de forme. Donc, vous avez entendu ce que vous appelez réforme institutionnelle et organisationnelle. Comment on s'organise? S'il n'y a pas l'organisation, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Et j'aime bien comme ça, pour rire un peu devant le mot ordre, le mot organisation, vous avez or. Comme ça, pour rire un peu. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut que vous commencez à vous organiser. Donc, l'approche pour le développement, elle doit être inclusive, je dirais systémique. C'est-à-dire que c'est en termes de système. Vous êtes là, qui fait quoi? Il faut les organiser pour atteindre les objectifs. Donc, la création des départements qu'on a maintenant, le nombre de départements montre bien là où nous voulons partir. On a un département politique, paix et sécurité. On a un département marché commun, affaires économiques, financières et monétaires. On a un département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural. Dans le développement rural, on pense aux populations. Et nous avons le département genre, développement humain social. Mais si je prends seulement le département dont j'ai la charge, l'environnement, les ressources naturelles, on l'a dit, c'est une région où on a le pétrole, on a le minerai, et la réforme qu'on va mener, c'est pour créer plus d'emplois. Nous avons au niveau du département l'agriculture. Et justement, parlant de l'agriculture, actuellement, il y a une crise alimentaire due à la crise ukrainienne. Comment est-ce que la communauté répond à ce besoin car le panier de la ménagère, comme je l'ai dit tantôt, va de plus en plus croissant et les populations ont du mal à en supporter. Comment est-ce que justement la communauté répond à cette crise? Exactement, comme vous venez de le dire, vous voyez qu'il y a quelque chose de malheur et bon. Dans le monde, ça a toujours été comme ça. C'est parce que justement, dès le départ, si je prends aujourd'hui le dispositif institutionnel qu'on a, stratégique qu'on a, on n'avait jamais eu dans la sous-région une stratégie de riposte face aux crises. On n'avait jamais eu. Voilà pourquoi je dis qu'on aurait pu avoir que quand il y a une crise comme ça, à court terme, vous devez réagir. À moyen et long terme, vous devez réagir. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous organiser pour que dorénavant, que nous ayons des outils. Alors, pour maintenant, on ne va pas attendre les outils. Si j'explique ça, la grand-mère ne comprendra pas que moi, je veux la solution tout de suite. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour avoir une réunion des ministres de l'Afrique, des États membres de la CEAC, pour réagir, pour avoir un plan d'urgence en ce qui concerne les réponses aux conséquences de la crise que vous venez de citer. Donc, dans cette réaction, nous aurons des actions sur le plan financier. Comment est-ce qu'on subventionne, par exemple, aujourd'hui l'importation de la farine? Est-ce qu'on crée une banque alimentaire? Est-ce que, donc, des actions sur le plan institutionnel, sur le plan financier, sur le plan à court terme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est pour vous dire que nous sommes là pour chercher donc à répondre donc, à cette question de la crise alimentaire. Nous sommes là en tant que force de proposition. On va organiser une réunion des ministres de l'agriculture. Il n'y a pas encore des risques graves ou bien disons des problèmes graves, mais nous saisissons cette occasion pour mettre en place ce qu'on devrait mettre avant,
Donc, j'ai dit à court terme, voilà, donc il faut voir sur le plan financier qu'est-ce qu'on fait. Sur le plan politique, donc il y aura cette réunion. Sur le plan financier, est-ce qu'on subventionne maintenant les importations? Est-ce que... voilà, on va trouver des solutions à ça avec les ministres. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est accélérer la révision de la politique agricole commune qu'on a. Et que nous ayons une stratégie, ou nous ayons des stratégies, hein, dont celle concernant la réaction, une stratégie de riposte aux crises. Voilà, donc sur cette question-là. Mais je voulais enchaîner pour vous dire qu'au niveau du département, sur ces questions-là concernant les populations, nous avons donc pensé à un axe sur le développement rural, qui va donc toucher les populations qui sont dans les zones rurales. Comment, à partir des activités qu'ils ont l'habitude de faire, qu'elles soient alimentaires ou non alimentaires, comment les aider à développer cette activité. Notre approche, elle est simple. C'est-à-dire que nous n'allons pas inventer une agriculture de l'Afrique centrale. Nous n'allons pas inventer des bassins de production. Quand on fait une photo de l'Afrique centrale, on sait qu'on produit déjà. Mais comment faire pour produire plus? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous avons des bassins de production? Quel est l'accès à ces bassins de production? Comment on peut organiser ces bassins de production? Comment on peut désenclaver ces bassins de production? Les problèmes d'intrants, est-ce qu'on en trouve suffisamment? Les questions foncières, est-ce qu'on peut les régler aujourd'hui? Donc, nous sommes dans cette approche, comme je dis, et nous sommes là que depuis le 1er septembre 2020. Donc, il nous reste, on n'a même pas encore 2 ans. Donc, nous sommes en train de chercher à créer, à combler ces lacunes-là pour que on considère le développement comme une maison qu'on est en train de construire. On se rend compte qu'on n'avait pas mis de fondation, ou bien la fondation n'était pas forte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour sortir le problème financier, il y a plusieurs institutions attachées à votre département, telles que le pôle énergétique d'Afrique centrale, la commission des forêts d'Afrique centrale, forcément d'autres institutions qui sont rattachées dans le domaine de l'agriculture, ainsi que de la gestion des ressources naturelles. Alors, comment est-ce qu'on répond à cette absence de financement qui permet à ces institutions d'implanter des politiques qui sont adoptées au niveau régional? Et également, comment est-ce qu'on gère la problématique des organisations qui œuvrent avec des financements extérieurs dans les pays du bassin du Congo, et dont très souvent les résultats ou bien les exécutions peuvent être sujets à plusieurs interrogations? Alors, je m'occupe, j'ai la charge de coordonner les activités du département environnement, ressources naturelles, agriculture, développement durable. Mais je suis plutôt quelqu'un qui est spécialiste du développement et du marketing des entreprises. C'est ça ma passion. Alors, elle peut être une organisation, une entreprise c'est une organisation, elle peut être à but lucratif, comme, excusez-moi, hein, comme Coca-Cola. Elle peut être aussi à but non lucratif, comme les organisations que vous venez de citer. Mais pour monter une organisation, la démarche est toujours la même. Il faut commencer par ce que moi j'appelle un plan d'affaires. Beaucoup de ces organisations, quand nous les avons montées, il y a eu des textes juridiques, mais il y a eu rarement des plans d'affaires. Des plans d'affaires. Et dans ces plans d'affaires, on pouvait, par exemple, identifier quelles sont les sources de financement de ces organisations, de recherche de financement, toutes les questions de stratégie. En tout cas, il y a eu des insuffisances dans la mise en place de ces organisations. Donc voilà pourquoi nous avons pensé que dans le cadre de la réforme, il fallait maintenant, dorénavant, avoir un texte fondateur sur les relations entre la commission, la communauté et les institutions spécialisées. Et c'est une disposition du traité. C'est l'article, je pense, 104, hein, qui parle de ces relations-là entre les institutions spécialisées et la communauté. Alors, donc, quand vous lisez ce texte fondateur, il vise justement à résoudre le problème de financement de ces organisations. Maintenant, le deuxième problème qui cherche à être résolu à travers cette décision-là, c'est la question
des relations entre ces institutions et les partenaires. Voilà pourquoi je vous ai parlé de ce qui nous reste dans les textes fondateurs, dans cette organisation institutionnelle, c'est les relations entre la communauté et les partenaires. Parce que les partenaires viennent nous aider, viennent aider les sous-régions, mais nous n'avons pas défini comment ils doivent vraiment nous aider. Parce que, comme je vous ai dit, si les partenaires sont là et que les problèmes précisent, peut-être que notre façon de travailler a encore des faiblesses. Voilà, donc nous sommes en train, c'est une question très importante, ces institutions spécialisées, ces agences d'exécution que nous avons, c'est pour résoudre les problèmes auxquels vous avez fait allusion. Merci, Excellence Dr Honoré Tabouna. Merci.